Chapitre 4, la société féodale. Alors, dans les premiers chapitres du programme de 5e, nous avons vu que les rois carolingiens ne sont pas parvenus, face aux invasions barbares, à protéger leur population. Donc, les petits seigneurs se sont appropriés les territoires qui leur étaient donnés et se sont mis à les gérer seuls et donc à gouverner les populations qui y vivaient. Au début du XIe siècle, 9 habitants sur 10 sont des paysans qui vivent sur des terres qui appartiennent à un seigneur, et ces terres, c'est ce qu'on appelle une seigneurie, un territoire qui est administré par un seigneur. Et donc, cette question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment les seigneurs affirment leur puissance dans la société médiévale, tout en s'appuyant sur un élément très important qui est l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté des chrétiens. Donc tout d'abord, comment se traduit la domination du seigneur sur sa seigneurie? Alors, la seigneurie est divisée en plusieurs parties. Vous avez tout d'abord les tenures. Les tenures sont des terres qui sont louées aux paysans, qui appartiennent au seigneur bien entendu, mais qui lui sont louées en échange d'un impôt et de redevances en nature, on lui donne partie des récoltes, et également ce qu'on appelle des corvées, c'est-à-dire des journées de travail obligatoires pour le seigneur et non payées. Ajoutez à cela un deuxième type de terre qui apparaît sur une seigneurie, c'est ce que nous appelons des réserves. La réserve, ce sont les terres personnelles du seigneur sur lesquelles des paysans salariés ou non, ceux qui vont utiliser leur journée de corvée, viendront travailler et l'ensemble des ressources qui sont produites de cette réserve appartiendront au seigneur. Une seigneurie est organisée aussi autour d'un château et autour d'une église. Et de là vont s'installer tout autour un certain nombre d'habitations pour les paysans. Au XIe siècle, la population d'Europe ne cesse de s'agrandir. Pourquoi? Vous avez des récoltes qui sont de plus en plus importantes, des progrès techniques qui permettent de produire de plus grandes quantités, et donc au final, la population va augmenter. Mais il va donc falloir plus de terres, et c'est pour ça que le Xe et le XIe siècle notamment sont des périodes durant lesquelles de nombreux défrichements vont avoir lieu, c'est-à-dire que nous allons détruire une grande partie de l'espace de la forêt pour pouvoir y installer à la fois des champs et aussi y installer les habitations. Les relations entre les seigneurs et les paysans sont très codifiées. Le seigneur possède ce qu'on appelle le droit de ban. Le droit de ban, c'est le pouvoir de commander, de juger et de punir. C'est le maître sur son territoire et il a toute autorité sur les populations qui y résident. Le seigneur reçoit de ses paysans de nombreux impôts et il reçoit également, afin d'avoir de plus en plus de richesses, il fait payer à ses paysans l'utilisation de bâtiments qui lui appartiennent, ce qu'on appelle les banalités. Ces bâtiments sont le pressoir, pour pouvoir presser par exemple le raisin, le moulin dans lequel il va pouvoir transformer le blé en farine, et également vous allez avoir un autre bâtiment qui est le four pour pouvoir cuire le pain. Donc ce sont trois bâtiments importants pour la population, mais pour l'utiliser, ils sont obligés de donner de l'argent au seigneur. Dans une deuxième partie, on peut se poser la question de la vie d'un seigneur. Comment s'organise la vie d'un seigneur? Alors, un seigneur est tout d'abord un chevalier. Il va suivre une longue formation dès sa jeunesse pour devenir un chevalier et lors d'une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de l'adoubement, il devient officiellement chevalier. Et cette formation qu'il aura reçue depuis sa jeunesse va lui permettre de savoir combattre à cheval et de participer aux nombreuses guerres qui vont se produire durant toute la période du Moyen-Âge. Quelles sont les activités d'un chevalier? Les activités d'un chevalier sont assez simples. Vous avez la possibilité de participer à la chasse à courre, une grande activité pratiquée par de nombreux chevaliers. Vous avez également la participation à des tournois, donc des combats face à d'autres chevaliers. Vous avez également des chevaliers qui vont organiser ce qu'on appelle des banquets, donc de grandes cérémonies durant lesquelles ces cérémonies ont pour mission, ont pour objectif de montrer l'étendue des richesses du seigneur. Et puis, une autre grande activité d'un chevalier et donc de ses seigneurs, c'est la participation à la guerre. Participer à une guerre, c'est certes le risque de se faire tuer, mais c'est surtout la grande probabilité de pouvoir engranger un certain nombre de richesses, de capturer d'autres seigneurs du camp ennemi et de pouvoir les libérer en échange d'une rançon.
Le seigneur dirige donc sa seigneurie, mais il repose aussi une grande partie de son pouvoir sur l'Église. Nous l'avons déjà vu, l'Église a un rôle très important dans la vie des hommes. À cette époque, la quasi-totalité de la population est croyante et est chrétienne catholique. Et l'objectif de l'Église, l'objectif des hommes d'Église, c'est tout d'abord d'assurer le salut des hommes. Toute la population est persuadée et croit que, à leur mort, ils auront la possibilité d'accéder au paradis éternel. Et pour cela, l'Église se donne pour mission de les guider afin de pouvoir, lors du jugement dernier, lors de leur mort, à finalement pouvoir accéder soit au paradis, s'ils ont été bons, ou si finalement leurs actes sur terre ont été considérés comme trop mauvais, alors ils vivraient éternellement en enfer. Et cette Église, pour assurer le salut des hommes, eh ben, elle encadre la vie de cette population. Elle encadre à travers différentes fêtes, à travers différentes cérémonies. Les cérémonies que l'on connaît sont celles du baptême, l'entrée dans la vie chrétienne, la confession, lorsque nous avons commis des péchés, le mariage et l'extrême onction, au moment où les hommes sentent la mort venir, alors ils peuvent se confesser auprès d'un homme d'église. De nombreuses cérémonies ont lieu tout au long de l'année, en l'honneur de Jésus, en l'honneur de la Vierge Marie, et puis également en l'honneur de tous les saints, c'est-à-dire ces modèles de l'Église chrétienne qu'il faut imiter si l'on veut avoir une chance d'accéder au paradis éternel. Mais l'Église encadre la vie des hommes de bien d'autres manières. Par exemple, la cloche de l'église rythme la journée. Les messes organisées durant la semaine permettent aussi également d'attirer et de faire comprendre aux chrétiens ses devoirs et les actions qu'il doit mener pour pouvoir avoir une chance plus tard d'accéder au paradis. Pour terminer, l'église est structurée. Elle est organisée et donc le clergé, qui correspond à l'ensemble des hommes d'église, se divise en deux parties. Vous avez tout d'abord le clergé régulier. Ce clergé régulier, c'est le clergé, ce sont des hommes d'église qui vivent en communauté, qui respectent des règles très strictes, qui ne sont pas forcément en contact tout le temps avec la population et qui vivent dans la pauvreté, telle que vivait Jésus, et qui vont aussi essayer de diffuser la religion chrétienne et de guider les populations, parfois, vers le salut éternel. À l'opposé, vous avez également le clergé séculier. Ce clergé séculier a lui pour mission d'encadrer la population. Ils vivent en contact de la population et amènent un ensemble de règles à respecter pour pratiquer correctement cette religion. Mais l'Église, c'est un peu comme un seigneur. La population doit un certain nombre d'impôts, et notamment la dîme, à l'Église pour qu'elle puisse vivre.